Merci à toutes et tous pour votre présence sur cet atelier transition sur les nouvelles réglementations CSRD et Pay Transparency, enjeux et leviers pour nos organisations. Donc merci encore à Sophie, Manon et Margot et je vous passe la main. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va démarrer ce webinaire et peut-être juste avant de le démarrer, se rappeler un peu le périmètre de notre intervention, parce que la CSRD, c'est large. Donc effectivement, on va évoquer les nouvelles réglementations, CSRD et Pay Transparency pour faire le lien entre ces deux réglementations. Et du coup, sur la CSRD, le périmètre va être autour du volet social et plus spécifiquement autour de la rémunération. Il nous permet de faire le lien avec la Pay Transparency. On a vu que vous aviez des questions un peu plus larges sur la CSRD, volet social. Donc, CSRD, on gère effectivement des missions d'accompagnement CSRD au sein de Deloitte, CSRD volet social au sein de Capital Humain, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les enjeux autour de la rémunération. Donc, pour animer ce webinaire, Manon et moi prendrons la parole et on est aussi accompagné de Margot Petit-Colas qui travaille avec nous sur ces enjeux et qui pourra être amenée à répondre avec nous à vos différentes questions pendant le webinaire ou après. Donc, on est toutes les trois au sein de Deloitte Capital Humain et nous travaillons sur des enjeux autour du reward et du talent, donc rémunération, gestion des talents et notamment notre actualité en ce moment pour accompagner nos clients dans leurs enjeux, c'est la CSRD et la Pay Transparency. On vous a mis une petite planche sur Deloitte Capital Humain pour vous montrer finalement que nos activités de conseil, elles sont en miroir d'une direction des ressources humaines. Autrement dit, on accompagne les directions des ressources humaines sur l'ensemble des enjeux et des expertises de vos directions ressources humaines. Je dis souvent, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas cabinet de recrutement. Et vous le comprenez, c'est un métier un petit peu à part. Mais on accompagne en tout cas sur tous les autres éléments, et y compris sur des enjeux d'onboarding, mais on ne fait pas de recrutement. Là, on vous présente un peu notre organisation interne. Donc, se dire que finalement, on va aborder les enjeux capital humain sous l'angle organisationnel, sous l'angle opération, c'est-à-dire avec les expertises, rémunération, protection sociale, enjeux sociaux, stratégie sociale, la paye, la formation, etc. Donc, vraiment les verticales. Ensuite, on a toute une partie digitale avec les solutions, accompagnement à l'implémentation, paramétrage de SIRH avec des partenaires, avec Workday, SuccessFactors, etc. Et puis, on accompagne aussi la transformation à la fois des directions ressources humaines, mais bien sûr des organisations en grand, parce que les DRH sont au cœur de l'accompagnement des transformations. Donc là, c'est conduite du changement, notamment. Et on a une verticale avec les industries, c'est-à-dire qu'au-delà de faire du conseil finalement au capital humain pour l'ensemble du marché, on a aussi la possibilité d'avoir des spécialités un peu plus d'industrie, de secteur d'activité pour pouvoir finalement avoir des recommandations au plus proche de votre business. On a prévu notre intervention en 4 temps. Tout d'abord, finalement, un rappel du contexte de renforcement des obligations réglementaires. On le dit en introduction de ces webinaires en ce moment sur ce thème, c'est qu'on est un peu à mi-chemin entre deux régions avec des approches un peu différentes, c'est-à-dire les États-Unis qui ont un recul finalement sur les politiques diversité, équité et inclusion, et l'Europe qui renforce ses obligations réglementaires. Donc finalement, pour beaucoup d'organisations, ça peut être un peu complexe de naviguer dans justement ce contexte législatif qui est un petit peu différent outre-Atlantique. Ensuite, on ira sur les nouvelles mesures de reporting et de transparence. Là, on rentrera un petit peu plus dans le détail avec Manon. Puis ensuite, on regardera les enjeux stratégiques et les opportunités de transformation que ça représente pour nos organisations, pour finalement ne pas voir ces obligations réglementaires sur des simples reporting, mais de voir ce qu'on peut en faire finalement. Et on terminera par la démarche d'application à structurer, c'est-à-dire que nous, on a une forte conviction à partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on peut s'y mettre dès maintenant, même si notamment la directive Pay Transparency n'est pas transposée dans le droit français. Elle commence progressivement à être transposée dans les autres pays européens, mais il n'y a rien de complètement verrouillé à date chez nos confrères. Donc l'idée, c'est de voir comment je peux commencer à anticiper dans mon organisation avec une démarche structurée. Alors, le contexte de renforcement d'obligations réglementaires, donc là, un zoom un peu France, finalement, tout d'abord, parce que ça fait quand même plusieurs années, donc maintenant on peut dire décennies aussi, qu'en France, on a une réglementation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
avec la loi Copé-Zimmermann donc en 2011, qui là est plus sur le quota des femmes dans les conseils d'administration. Et on peut se dire que oui, ça a marché. On est les champions européens de la représentation des femmes dans les conseils d'administration. On a atteint ce quota de 40%. Par contre, on ne dépasse pas ce quota de 40%. La loi Pénicaud 2018, l'index égalité homme-femme, on fera un petit zoom juste après un peu sur les résultats de cet index, qui a aussi été une très bonne opportunité pour les entreprises pour se mettre au travail sur le sujet. La loi Rixin, quota de femmes parmi les 4 dirigeants et membres des instances dirigeantes, avec plusieurs échéances, où là, effectivement, c'est un peu plus compliqué aussi pour les organisations d'atteindre ces quotas. Et finalement, on avait ce renforcement des obligations réglementaires en France et on voit que l'Europe nous rejoint finalement sur cette philosophie avec la directive CSRD, qui finalement est un rapport de durabilité sur les enjeux ESG en grand, mais avec un volet social qui est extrêmement riche. Et notamment, on zoomera aujourd'hui, comme je vous disais, sur la rémunération et notamment les écarts de rémunération. La Pay Transparency, d'ici 2027, transposition donc, au sein de l'Union européenne sur la transparence des rémunérations et l'égalité salariale. Deuxième conviction qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'il faut aborder ces deux directives ensemble dans une philosophie, une stratégie aussi de politique RH et rémunération parce que les enjeux, vous allez voir, sont très proches et vous permettent aussi d'avoir finalement un storytelling sur l'ensemble de ces directives. Alors, un petit zoom sur l'index. Donc, des inégalités malgré tout qui persistent et qui plafonnent finalement. Donc, un index qui a progressé depuis 2018, mais qui stagne finalement depuis ces dernières années. Donc là, quelques chiffres clés, 88,5 sur 100, c'est la note moyenne de 2024. On a gagné 0,5 points depuis l'année dernière, donc on voit bien, voilà, on est arrivé à un stade où c'est un peu compliqué d'aller au-delà. 94%, c'est la note, c'est le pourcentage d'entreprises qui ont une note égale ou supérieure à 75 sur 100, qui est le minimum finalement à atteindre. Donc, on voit que la majorité ont réussi à le faire. Et puis 13 sur 15, c'est la note moyenne de l'indicateur retour congé maternité qui stagne. Vous vous souvenez, la partie sur le retour congé maternité, versement de la moyenne des augmentations aux personnes en retour de congé maternité, c'est une loi de 2006. Donc finalement, c'est une loi qui vient renforcer notre loi et qui n'est pas complètement appliquée correctement dans les organisations. Les deux chiffres qu'on voulait mettre en exergue pour montrer aussi qu'il y a un effort à poursuivre au-delà de cet indicateur congé maternité, c'est que finalement, il n'y a que 2% des entreprises qui atteignent la note de 100. Et il y a encore 29% des entreprises qui respectent la parité ou la quasi-parité sur les 10 plus hautes rémunérations avec une note moyenne de 5 sur 10. Donc là, ça rejoint finalement le sujet de la loi Rixin en considérant que voilà, les 10 plus hautes rémunérations soient représentées de façon équitable entre les hommes et les femmes. Donc, un indicateur qui stagne. Un indicateur qui stagne et des écarts de rémunération qui stagnent sur le marché. Alors, on voulait revenir sur des chiffres clés, alors à la fois de l'INSEE et de l'étude de loi de CNB. C'est intéressant par rapport aussi, vous le verrez tout à l'heure, quand Manon abordera cet écart moyen cible qui est de 5% ensuite par groupe de pairs. C'est important d'avoir quelques chiffres clés sur les écarts salariaux en France avant d'aborder ce sujet. Vous voyez un entonnoir sur la gauche et c'est finalement ici des chiffres de l'INSEE. C'est de montrer finalement les écarts de salaire moyen entre les hommes et les femmes en 2023. Donc évidemment, base INSEE, base nationale française. On voit que les écarts salariaux moyens entre les hommes et les femmes est de 22,2%. Donc là, c'est chacun est dans son temps de travail, son niveau de responsabilité. Donc c'est tout confondu. Finalement, c'est presque le pouvoir d'achat des hommes et des femmes. C'est finalement vraiment l'écart de salaire. On est à 22%. Maintenant, si on remet tout le monde à équivalent temps plein, parce qu'on sait que la majorité finalement des temps partiels sont plutôt féminins, on arrive à 14,2% d'écart. On voit bien que l'écart, il se réduit franchement. Et puis, quand on raisonne à poste comparable, c'est les termes de l'INSEE, on arrive à 3,8%. Donc, on voit bien que l'écart résiduel, il est plutôt autour de cet écart moyen de 3,8. C'est un écart moyen et on le sait finalement, il est différent si on se situe de la catégorie ouvrier à cadre dirigeant. Ce qui est intéressant,
c'est que dans la base de Deloitte CNB 2024, là si on compare les chiffres de 2024 là sur la droite, on obtient le même résultat de 3,8% sur une base beaucoup plus humble, on va dire, 1 million de titulaires quand même, 300 entreprises participantes à notre étude, on est arrivé au même résultat. D'écart moyen, un niveau de responsabilité étant le travail équivalent. Alors nous, niveau de responsabilité équivalent, c'est le niveau de convention collective ou de grading qui nous a été donné par nos clients. Ce qui est intéressant, au-delà de se dire qu'on a le même résultat, donc normalement on devrait être à peu près sur une réalité, c'est qu'on regarde aussi ces écarts, vous le voyez tout de suite après sur la droite, selon si on est dans la catégorie ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, hein, donc OETAM, cadre, premier niveau, confirmé, cadre supérieur. Et on voit que plus on monte dans la hiérarchie, dans l'organisation, les écarts se creusent. Ils démarrent à moins 2,1% chez les OETAM et ils montent à moins 12,6% chez les cadres supérieurs et ils sont encore supérieurs chez les cadres dirigeants. Donc, on voit bien que ces écarts, même si on arrive à 3,8, ils sont toujours présents et selon la catégorie socio-professionnelle où on se situe, il y a encore du travail pour réduire ces écarts salariaux hommes-femmes. Alors, Vous avez un benchmark européen, pardon, par rapport à ce 3,8? Eurostat, effectivement, a publié ce benchmark européen. Donc oui, il y a des statistiques sur Eurostat. Donc, je crois d'ailleurs que le 14,2, si je ne dis pas bêtise, il est de 13% Oui. selon Eurostat. Oui, Ouais. c'est ça. Mais c'est Exactement. 3,8 où je me demandais à poste équivalent si vous aviez la même chose ou pas. Non, je ne pense pas que c'est fait. Je ne pense pas. On n'a pas trouvé en tout cas. Preneur et preneur, vous trouvez. Je pense que c'est tout l'intérêt, justement, de cette nouvelle directive européenne qui va permettre d'aller chercher l'équivalent de ce 3,8, comme vous le disiez, effectivement, parce que je pense que les pays ne publient pas forcément. Et l'INSEE, c'est très récent aussi, hein, cette publication à ce niveau de maillage. Hein. Alors, pourquoi finalement on vous propose de travailler de pair finalement et en parallèle ces deux directives, l'une, la CSRD, sur un reporting de durabilité. Des entreprises et tu les contactes ou c'est job boards? Excusez-moi. C'est la tristesse complète. Alors déjà, On vous entend plus, désolé, Sophie et Manon. On vous entend plus. C'est bon, c'est bon. Désolée, hein, on essayait de. On voulait muter personne, on a muté tout le monde. Ces directives, elles ont des enjeux communs. Donc, elles ont toutes les deux le premier enjeu. D'abord, c'est un enjeu de reporting. Donc, c'est de la transparence et de la publication de reporting standardisé, c'est-à-dire sur l'ensemble du marché. On va tous reporter finalement de la même manière, ce qui est un élément de comparaison extrêmement important entre les organisations, puis ensuite entre les secteurs d'activité aussi. Ce sera intéressant de regarder. Ces deux directives, elles ont un objectif, on l'a vu, d'équité, d'équité salariale, d'équité entre les hommes et les femmes, et de durabilité, c'est d'inscrire aussi ces mesures dans le temps. Du coup, c'est de se transformer à long terme, hein, clairement. Aujourd'hui, c'est de se dire il y aurait des reportings annuels. Et donc, effectivement, c'est aussi de regarder comment les choses évoluent dans le temps et se transformer sur le long terme. Vous allez voir, elles ont des impacts communs aussi en termes de gouvernance sur les enjeux sociaux, et y compris sur la rémunération, parce que c'est le volet qu'ils ont en commun. Et in fine, bien sûr, ce sera de pouvoir mesurer des écarts de rémunération, à la fois non ajustés, on le verra à la CSRD, et ensuite ajustés dans la paie de transparency, donc le fameux entonnoir qu'on a vu tout à l'heure, et avec d'autres notions telles que le salaire décent, le ratio d'équité, l'écart homme-femme, sur lesquels reviendra Manon tout à l'heure. Voilà sur l'introduction, sur la philosophie des directives, le contexte réglementaire, et Manon va nous présenter les nouvelles mesures de reporting et de transparence. Donc oui, je vais prendre la main effectivement pour rentrer dans le concret finalement de ce qu'évoquent ces deux directives et notamment sur la thématique de la rémunération, thématique sur laquelle les deux directives finalement présentent des enjeux communs et notamment en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Alors pour ce qui est de la CSRD, on identifie trois principaux indicateurs de rémunération dictés finalement par la norme sociale effectif de l'entreprise, le salaire décent, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et le ratio d'équité. J'y reviendrai un peu plus tard en détail.
Et puis, concernant la Pay Transparency Directive, les indicateurs sur lesquels reporter sont les 8 indicateurs que vous avez ici à l'écran et portent essentiellement sur les écarts de salaire entre femmes et hommes en allant un cran plus loin que la CSRD. Excuse-moi, Manon, Oui, on voit plus la présentation, si peut-être de la repartager. bah, c'est bizarre. Moi, je la vois et Margot aussi. Est-ce qu'il y a... C'est... on peut repartager? Oui, Non, moi je la vois. Je la Oui. vois également. Oui, je la vois. ah, On la voit, oui. On la Parfait, voit. alors c'est de mon bon, côté. Super. Bon, très bien. bon, tant mieux Désolée. si vous l'avez. Non, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'ai évoqué, c'est effectivement que la Pay Transparency va un cran plus loin que la directive CSRD sur ces sujets d'égalité professionnelle et notamment des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, ce qu'on voit sur les 8 indicateurs que vous avez ici à l'écran concernant la directive Pay Transparency, c'est que finalement, les 4 premiers se reportent quelque part à ceux d'ores et déjà présents dans la directive CSRD. On parle de calculer un écart de rémunération moyen ou médian entre les femmes et les hommes, à la fois en salaire de base et en rémunération totale, une fois ajoutées les composantes complémentaires ou variables de rémunération. Là où finalement il y a une distinction qui apparaît, c'est que finalement pour les 4 suivants indicateurs de la Pay Transparency, bah, finalement il va y avoir une nécessité de venir définir et mettre en œuvre une méthodologie plus fine d'analyse des écarts salariaux. En effet, si on doit retenir un point finalement de distinction notable entre ces deux directives, ça va être le fait pour la Pay Transparency de venir calculer un écart salarial entre les femmes et les hommes qui soit ajusté. Euh, Autrement dit, il va falloir être capable de constituer des groupes de travailleurs à situation de travail de même valeur, et c'est au sein de ces groupes qu'on va venir calculer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Et c'est la définition du coup de ces groupes sur la base de critères qui devront être spécifiques et objectifs, qui du coup fait la difficulté de l'exercice. Puisque dans la directive telle qu'elle est définie aujourd'hui, les critères qui sont donnés sont relativement larges. On parle de compétences, d'efforts, de responsabilités ou encore de conditions de travail. Donc voilà, il va y avoir un besoin de se structurer à ce niveau-là pour répondre à ces exigences spécifiques. Donc, on l'a vu, des enjeux de reporting qui sont alignés notamment sur certaines thématiques, et en particulier la rémunération, mais des modalités d'application qui vont être, elles, bien spécifiques à chacune des 2 directives. D'abord sur les entreprises ciblées, puisqu'on l'a vu, hein, les thématiques couvertes, notamment sur la partie rémunération, on a déjà des petites distinctions et une clé de convergence au niveau des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Pour ce qui est finalement des modalités d'application, on a d'abord cette notion d'entreprise ciblée. Pour la directive CSRD, les entreprises ciblées sont les entreprises européennes et non européennes qui vont vérifier des seuils d'éligibilité qu'on a repris notamment ici en bas de page. Donc les grandes entreprises qui étaient jusqu'alors déjà soumises à la NFRD, donc justement au reporting extra-financier, donc la directive de 2014 que la CSRD est venue remplacer, affiner et compléter. Et puis, voilà, les grandes entreprises et les PME qui seraient donc cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne notamment, ou encore les filiales et succursales de l'Union européenne de certains groupes non européens, eux, mais qui auraient un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions. Donc là, voilà, toutes ces entreprises-là seraient concernées par la CSRD. Quand, pour ce qui est de la Pay Transparency, on est sur les entreprises européennes de plus de 100 travailleurs. Donc, pas tout à fait les mêmes seuils d'éligibilité. Autre modalité d'application concernant la période de mise en œuvre. Donc la période de mise en œuvre, pour ce qui est de la CSRD, on est sur une application progressive entre 2025. Donc d'ores et déjà, un certain nombre d'entreprises ont été soumises à cette directive et ont été, du coup, ont reporté sur ce début d'année. Et on a une application qui va, du coup, se, euh,
aller jusqu'en 2029, et ce, quand bien même justement le Parlement européen a validé récemment du coup le report de 2 ans du premier rapport CSRD pour les entreprises des vagues 2 et 3. On pourra revenir dans le détail de voilà, tout ce que ça implique et qui est concerné exactement. Mais en tout cas, l'objectif derrière, c'était de donner plus de temps justement à ces vagues 2 et 3 pour mettre en application ce premier reporting. Donc on est toujours sur une application entre 2025 et 2029, mais pour ces vagues 2 et 3, un peu plus de temps, en l'occurrence 2 ans, sont laissés pour appliquer ce premier reporting CSRD. Et puis pour ce qui est de la Pay Transparency, on a une application au plus tard en 2027 ou 2031, et ce en fonction du seuil d'effectifs. Sachant qu'à chaque fois, quand le reporting a lieu, c'est basé finalement sur les données de l'année N-1, donc de l'année précédente, sur les données à collecter. Et puis, Sophie l'a un peu évoqué précédemment concernant la méthodologie de reporting des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. On est sur une vraie distinction entre ces deux directives. On parle d'un écart salarial femmes-hommes non ajusté pour ce qui est de la CSRD. Autrement dit, on va venir calculer en grand l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes au sein du périmètre consolidé de l'organisation, donc toute entité confondue. Quand pour ce qui est de la pay transparency, on est sur un écart salarial femmes-hommes ajusté, c'est-à-dire calculé au sein de ces fameux groupes de travailleurs à situation de travail de valeur équivalente, comme je le disais un peu plus tôt. Et là, on n'est pas nécessairement sur un périmètre consolidé de l'organisation, c'est encore quelque chose à, à affiner justement dans le cadre des transpositions qui vont avoir lieu par pays pour cette directive. Mais en tout cas, l'idée a priori serait de zoomer au niveau de l'entité ou en tout cas au niveau du groupement qui a défini la politique de rémunération et donc au sein duquel ce groupement on est en capacité de calculer un écart qui fasse sens et qui reflète justement la politique telle qu'elle a été définie et mise en œuvre. Mais on serait a priori sur un périmètre plus fin de reporting. Pour ce qui est de la CSRD plus spécifiquement, on a ici un zoom finalement des trois grands indicateurs sociaux qui se rapportent à la notion de rémunération, salaire décent, écart de rémunération femmes-hommes et ratio d'équité. Donc pour ce qui est du salaire décent, l'objectif finalement sous-jacent, c'est de venir comprendre et expliciter que tous les salariés de l'organisation, au niveau de son périmètre consolidé, perçoivent un salaire dit décent ou adéquat, autrement dit, qui soit conforme aux indices de référence applicables. Alors, est entendu par indice de référence applicable la notion de minima légaux, donc je pense notamment au SMIC en France, mais les équivalents existent aussi pour du coup les autres pays de l'Union européenne, ou encore les minima conventionnels, donc en lien avec les conventions collectives nationales auxquelles sont rattachées chaque organisation. L'idée, en tout cas, pour les entreprises, ça va être de justifier, de reporter sur le fait que tous les salariés ont un salaire de base qui, du coup, est supérieur à ces indices de référence applicables. Et pour ceux qui percevraient un salaire inférieur à l'indice de référence, il faudrait justement venir flaguer, indiquer quels sont les pays et le pourcentage d'effectifs concernés par la non-atteinte du salaire minimum de référence. Pour ce qui est des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, je l'ai déjà beaucoup évoqué, mais l'idée, voilà, c'est de comprendre l'ampleur de tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l'organisation et à ce titre de calculer un écart de rémunération moyen au niveau du périmètre consolidé de l'organisation. Et puis, pour ce qui est du ratio d'équité, l'idée, c'est de comprendre le niveau des inégalités salariales existantes. Et ça va se faire à travers, finalement, la publication d'un indicateur qui correspond au rapport, au ratio entre la rémunération la plus élevée au sein, encore une fois, du périmètre consolidé de l'organisation et la rémunération dite médiane, c'est-à-dire la tendance centrale de rémunération observée, toute population confondue. L'idée étant de se dire, voilà, de combien finalement est mon écart entre ma rémunération la plus élevée et la tendance centrale salariale au sein de mon entreprise.
Donc là, je zoomais plutôt sur la partie CSRD. Maintenant, concernant la Pay Transparency plus spécifiquement, on a voulu résumer ici cette directive sur ces trois principales obligations. L'obligation de transparence salariale, l'exigence de reporting associé et les mesures correctives à appliquer ou à mettre en œuvre, en tout cas le cas échéant, dans le cas où on aurait justement des écarts salariaux. Euh, Supérieure à 5% à corriger. Pour ce qui est de la transparence salariale, elle doit se faire à la fois dès le recrutement, avec la communication de niveau ou de fourchette de rémunération, et ce avant l'embauche. Par exemple, au sein des fiches finalement de recrutement, des annonces de recrutement, je vais y arriver, pardon. Et puis également une transparence à avoir aussi tout au long de l'emploi, tout au long du parcours professionnel du collaborateur, qui aura la possibilité de demander librement, finalement, des informations sur son positionnement salarial et sur les mécaniques de positionnement et de progression salariale au sein de l'organisation. Voilà, une transparence qui se veut complète finalement sur la façon dont la politique et le système de rémunération fonctionnent au sein de son organisation. Pour ce qui est des exigences de reporting, on l'a vu, hein, il s'agit finalement de reporter sur les 8 indicateurs spécifiques à calculer pour ce qui est de cette directive. Et puis pour ce qui est des mesures correctives, l'idée, ça va être de mettre en place des mesures de correction dans le cas où on afficherait un écart salarial supérieur à 5% entre les femmes et les hommes au sein de ces groupes de travailleurs à situation de travail équivalente. Ce qui est important de noter hein, sur cette page-là, c'est que finalement, si pour ce qui est des exigences de reporting ou des mesures correctives, l'application va avoir lieu en 2027 ou 2031 selon le seuil d'effectif de l'entreprise, pour ce qui est de la transparence salariale, l'application finalement de cette transparence doit avoir lieu dès la transposition de la directive en droit national. Et donc, ça voudrait dire que finalement, il va y avoir plusieurs vagues de transposition, puisque chaque pays va devoir transposer la directive localement. Et donc, ça sous-entend justement d'être en capacité de suivre ces différentes vagues de transposition et de pouvoir capter l'information au bon moment pour justement adopter une approche agile et répondre à ces exigences qui seront précisées au niveau des pays. Et donc ça, finalement, que ce soit au niveau des entreprises qui travaillent là-dessus, elles, en interne, et donc font appel à leur réseau international justement pour disposer de ces informations de transposition pays par pays, ou pour celles qui vont faire appel à des prestataires externes pour justement disposer de ce rayonnement international et de ces informations-là, ça facilitera justement la coordination de l'exercice, notamment quand cet exercice sera géré au niveau du corporate. Merci Manon. Donc, moi, je vais continuer sur les enjeux stratégiques et opportunités de transformation de toutes ces directives que vient de nous présenter Manon. Donc, ces nouvelles directives, on peut se dire aujourd'hui qu'on peut se donner un objectif d'y répondre déjà, répondre aux exigences normatives des directives européennes, et ça, c'est déjà un gros travail, clairement. Mais c'est finalement comment en faire dans nos organisations des enjeux stratégiques et surtout compétitifs. Pour en tirer finalement cet avantage compétitif, il va falloir considérer plusieurs enjeux. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord l'enjeu social et sociétal, c'est se positionner finalement comme une entreprise responsable et donc d'adresser cet enjeu qui est social et sociétal, finalement d'aller vers plus d'équité, plus d'égalité salariale femmes-hommes et de montrer finalement aux différentes parties prenantes qu'on travaille sur le sujet et qu'on adresse le sujet. Tout peut ne pas être parfait au démarrage de l'exercice, mais c'est comment je me mets en mouvement pour y arriver. Il y a un enjeu de compétitivité marché parce qu'on considère qu'effectivement, vous l'avez vu, c'est des reportings standardisés, donc on va tous reporter de la même façon, donc ça va être facile de comparer les organisations entre elles, un secteur d'activité, etc. Et ça, on pense que c'est important en termes de compétitivité marché pour toutes les parties prenantes. On entend par là les investisseurs, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, et puis bien sûr les salariés et les candidats.
Donc, une compétitivité marché, je dirais, au sens business du terme, où on peut imaginer demain des appels d'offres où on pourrait nous demander finalement tous ces indicateurs et puis nous demander tout un volet finalement social et sociétal. C'est déjà le cas dans certains appels d'offres d'afficher les actions, par exemple, en diversité et inclusion. L'enjeu d'attractivité et de rétention, je viens d'évoquer effectivement les salariés et les candidats. Ça va être d'autant plus simple demain pour les candidats de se faire une idée du marché du travail, de combien je vaux finalement sur le marché. On a aussi des clients qui ont imaginé que ça ferait gagner du temps à leurs recruteurs de se dire ce n'est pas à la fin du processus qu'on va se retrouver dans un corner en disant ah, mais non, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu comme rémunération parce qu'on l'aura affiché avant. Donc, finalement, c'est quelle opportunité aussi je peux y trouver dans des process finalement plus transparents et plus efficaces pour tout le monde. Et puis, on peut aussi imaginer des salariés où finalement, ça va peut-être tuer, entre guillemets, des légendes urbaines, de se dire, finalement, je suis peut-être maltraitée vis-à-vis de mes pairs, et puis finalement se dire, ah ok, d'accord, je suis dans la moyenne, je comprends mieux. Donc, voilà, on peut y voir aussi un certain nombre d'avantages et d'opportunités. Justement, en parlant des salariés et des candidats, on a une étude annuelle et mondiale au sein de Deloitte sur les générations Z et Millenniums. Si je le fais court, en fait, les plus âgés donc, sont nés en 1983. C'est pas complètement précis à la frontière, mais voilà, ça vous donne un peu une idée. C'est personnes au plus tard nées en début des années 80. Donc, ils ont atteint la quarantaine cette année. Donc, finalement, c'est plutôt une étude première partie de carrière, avant 40 ans. On leur pose une série de questions finalement sur leur vision du monde de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais plus si vous avez mis le lien, mais n'hésitez pas à aller la télécharger. Elle est disponible gratuitement. Là, on a voulu zoomer sur la question qu'on leur pose sur finalement quels sont vos critères pour rejoindre une organisation, vos critères de choix pour rejoindre une organisation. Et on surveille ça tous les ans, on regarde un peu comment ça bouge. En 2023, les résultats sur la droite, le top 3, et c'est le même d'ailleurs en 2024, ça ne va pas vous surprendre, c'est le fait de disposer d'un bon équilibre des temps de vie, professionnels et personnels. Et ça, on se rend compte que c'est intergénérationnel, mais c'est très poussé par les plus jeunes générations. Deuxième critère de choix en 2023, bénéficier d'un package de rétribution globale attractif. Donc là, vous vous souvenez, en 2023, très forte inflation, donc le sujet de la rémunération, il est généralement dans le top 3, mais il est particulièrement dans le top 2 en 2023. Et puis en 2023, on a le fait de rejoindre une organisation engagée en matière de RSE. Donc, c'est des choses que regardent les candidats, c'est des choses que regardent les salariés, et notamment ces générations-là, mais effectivement, c'est un point quand même aussi à adresser en termes de marque employeur. Et en 2024, on voit que la rémunération est redescendue d'un étage, mais toujours dans le top 3. Et que le deuxième, c'est accéder à des opportunités et de développement, de formation. Donc finalement, s'inscrire dans le temps, avoir une histoire à raconter sur le parcours. Et vous voyez une petite fleur là sur top 6, c'est-à-dire que le fait de rejoindre une organisation engagée en RSE, c'était quand même dans le top 6, c'était en 6e position. Donc ça reste toujours important. Donc on voulait remettre un point là-dessus sur la partie salariés et candidats. Maintenant, si on se transpose sur ces enjeux et opportunités de transformation pour nos organisations, on se rend compte que finalement, ces nouvelles obligations, elles ne sont pas seulement qu'un sujet pour l'équipe CNB, l'équipe rémunération et avantages sociaux. Alors, autant la CSRD, plusieurs personnes pouvaient aussi interagir dessus, mais c'est vrai que sur le volet rémunération, en général, on allait bien vers le responsable rémunération et avantages sociaux. Là, sur la Pay Transparency, c'est clair qu'on pourrait imaginer, premier abord, dire c'est le sujet du responsable rémunération et avantages sociaux. Finalement, nous, notre point, c'est de se dire attention, c'est un projet beaucoup plus global au niveau de votre équipe capital humain, votre équipe RH. Ça impacte l'ensemble des pratiques et processus RH. Comment on voit les choses? C'est ce schéma ici pour illustrer, c'est que le premier processus qui est impacté, c'est l'architecture et la classification des emplois. Manon l'a évoqué tout à l'heure. Le point clé, c'est d'aller construire des groupes de pairs de travail équivalents. Donc, Manon a cité un certain nombre de critères tout à l'heure sur les compétences, la formation, etc., la complexité. C'est finalement des critères qu'on retrouve aujourd'hui dans les critères de certaines conventions collectives, et notamment celles qui ont été revues dernièrement, comme la métallurgie, où on est vraiment sur des critères objectifs et classants pour structurer la classification, mais c'est aussi des critères que vous allez retrouver dans des méthodes de pesée de postes du marché,
donc de grading, type Deloitte ou autre cabinet. Donc, on est vraiment sur ces critères objectifs et classants. Et donc, c'est de disposer finalement d'une architecture des emplois et d'une pesée des emplois qui permettent finalement aisément, et de façon objective et transparente, de pouvoir constituer des groupes de pairs et de les justifier, surtout. Donc, effectivement, il faut avoir un peu de méthode derrière. Donc, ça, c'est le premier processus. Et on a beaucoup d'entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans ce travail préparatoire pour justement être prêts pour les premiers reporting au plus tard en 2027. Ensuite, politique et système de rétribution globale. Ben là, c'est effectivement certainement surtout de mettre à l'écrit. Souvent, ça existe. En fait, on a une politique, elle existe, on la fait vivre, c'est peut-être parfois sous forme d'usage, us et coutumes. Mais en tout cas, ça va être de pouvoir passer aussi sur quelque chose de plus formalisé. Donc, quelle est la philosophie de ma politique de rétribution? Autrement dit, qu'est-ce que je veux rémunérer? Plutôt les compétences, plutôt la performance individuelle et ou collective, etc. Donc, qu'est-ce que je veux rémunérer? Quelles sont aussi mes règles de gestion? Comment je veux adresser cette philosophie? Plutôt une pratique d'augmentation générale, plutôt augmentation générale individuelle, plutôt des budgets dédiés aux top performers, plutôt des budgets dédiés aux plus jeunes talents. Enfin, voilà, quelles sont un peu les règles du jeu ensuite avec lesquelles on va pouvoir travailler. Ensuite, les dispositifs, on l'a parlé tout à l'heure, Manon disait complément de rémunération et variable, donc tous les éléments variables de rémunération, court terme, long terme. Les compléments, on peut imaginer qu'on pourra peut-être évoquer tout ce qui est santé et prévoyance. Notamment, voilà, on a beaucoup de disparités entre nos pays européens sur ce point-là, en termes notamment de cotisation employeur versus salarié. Et puis, voilà, toute la dynamique de parcours de rémunération, comment tout ça s'inscrit. Ensuite, le processus recrutement et parcours professionnel. On l'a vu, les équipes talents, les équipes recrutement doivent être impliquées dès le démarrage, finalement, sur cette démarche, parce qu'elles sont impactées directement. Bon, je rejoins ce que Manon disait tout à l'heure, c'est d'abord la transparence avant le reporting. Donc la transparence, c'est sur les annonces de recrutement, c'est quand je postule en interne, je dois pouvoir connaître la fourchette de rémunération du poste auquel je postule, y compris en interne. Donc là, ça veut dire de structurer ces fourchettes, mais aussi de structurer tout le processus. C'est qui va parler rémunération pendant le processus de recrutement? Est-ce que vous laissez la main à vos recruteurs? Et à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à les former sur la rémunération, qu'on soit bien aligné, que toute la direction des ressources humaines et la ligne managériale soient alignées sur les messages. Est-ce que c'est les managers? Est-ce que c'est l'équipe CNB qui intervient pendant le processus? Voilà, tout ça, il va falloir y penser et assez vite. Et c'est surtout se préparer et préparer chacun et chacune pour qu'ils puissent adresser le sujet de la rémunération, qui est quand même un sujet vu comme quelque chose de très technique, notamment par les équipes talent. Ensuite, la gouvernance. Pour donner du sens à tout ça, il va falloir structurer la démarche en interne. Donc, comme je vous disais, pour nous, ça impacte l'ensemble des processus RH, c'est-à-dire qu'autour de la table, on a l'habitude de démarrer le projet avec les équipes CNB, bien sûr, mais aussi la direction des ressources humaines, enfin, le ou la DRH, les équipes juridiques, dialogue social, talent, etc. Il faut que tout le monde, et communication, s'il y a la partie communication RH, c'est important aussi de l'embarquer dès le démarrage pour voir comment on va aussi travailler sur cette phase écrite qu'on évoquait tout à l'heure. Ça veut dire finalement travailler sur des processus, un RACI, une répartition des responsabilités et commencer à réfléchir comment on va y travailler. Sur la gouvernance, autre sujet, c'est la data, les données RH. Finalement, il y a un niveau de maturité extrêmement différent sur le marché. Il y a des entreprises, des groupes qui ont la chance d'avoir un SI RH consolidé, et ça, c'est magique, entre guillemets, parce que rien n'est complètement magique derrière, mais en tout cas, vous avez accès à l'ensemble de la data de vos ensembles pays européens sur ce SI RH, et vous avez une bonne connaissance de la donnée. Et ça, c'est loin d'être la majorité des organisations. On travaille avec beaucoup d'organisations très décentralisées, où même le CNB ne sait pas finalement quelle va être la qualité de la donnée, ne connaît pas forcément bien les dispositifs locaux. Et donc, ça demande aussi une gouvernance de la data. Comment je vais organiser la collecte, comment je vais ordonnancer aussi mes agrégats de rémunération pour avoir des comparaisons relatives aussi d'un pays à un autre, pour avoir une approche groupe ensuite sur la rémunération. Documentation et communication, je l'ai évoqué, c'est vrai que si vous avez des équipes communication embarquées dès le début, c'est plutôt une bonne chose pour commencer à travailler sur quel support vous allez travailler, la manière dont vous allez adresser le sujet. Et surtout sur communication, je pense aussi à l'alignement des messages entre les entreprises qui auront déjà reporté sur la CSRD. Il y a quand même tout un volet rémunération sur lequel vous avez certainement déjà rédigé des choses. Donc, comment vous arrivez à aligner vos messages ensuite? Et vous l'avez compris, tout ça, c'est un gros projet. C'est un gros projet avec beaucoup de conduite du changement. C'est un gros changement de paradigme. On passe vraiment finalement d'un passage à la rémunération qui est plutôt un élément confidentiel, très secret,
qui le restera en partie, hein, bien entendu, on se rassure, hein, on ne va pas sortir les tableaux des collaborateurs, mais en tout cas, on va passer à quelque chose de beaucoup plus transparent. Et donc, du coup, c'est un gros changement et avec beaucoup d'acteurs à accompagner. Donc, on vous recommande finalement de bien adresser ce sujet de conduite du changement et de ne pas le négliger pour réussir. Juste une petite statistique, peut-être des fois aussi pour se rassurer, c'est se dire finalement, on a interrogé les clients sur leur niveau de maturité, hein, sur ces enjeux de reporting et de transparence, et on se rend compte que cette maturité, elle est très perfectible. Je retiendrai un chiffre, c'est 70% des entreprises déclarent avoir un niveau de connaissance moyen à très faible déjà de la Pay Transparency. Et le niveau de maturité reste quand même assez faible sur le sujet. Et là, on vous a mis quelques exemples d'entreprises qui commencent à se mettre au travail. Donc, refonte, révision du job grading, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Des entreprises qui commencent à afficher les fourchettes de rémunération. Elles ont déjà démarré et c'est souvent une demande de beaucoup de job boards, hein, de toute façon afficher des fourchettes qu'on peut masquer éventuellement sur l'annonce. Des actions de communication qui ont démarré auprès des managers, des RH pour les former à la rémunération. Et puis des premières analyses aussi, des calculs à blanc sur les écarts salariés. Alors, du coup, je vais prendre la main sur la dernière partie de cette présentation et sur le fait, voilà, de déployer une démarche d'application, et ce, dès aujourd'hui, puisque on l'a dit, on l'a répété, on a la conviction qu'il est nécessaire d'anticiper le déploiement de ces directives, quand bien même, finalement, l'enjeu de reporting ne concerne pas son entreprise pour cette année, hein, ou tout de suite. La nécessité, c'est finalement d'anticiper pour pouvoir se différencier demain et en faire un avantage compétitif dans un contexte que vous connaissez de conquête des talents sur le marché de l'emploi. Donc, on est venu finalement expérimenter et tirer de nos projets clients une approche de Deloitte qui est basée sur finalement trois principaux piliers que vous avez ici à l'écran. Le premier, c'est que finalement, l'approche doit être holistique. On l'a évoqué, les enjeux et ambitions de la CSRD et de la Pay Transparency peuvent être et doivent être initiés conjointement dans le sens où à la fois sur le volet stratégique, sur le volet opérationnel et en matière de communication, les enjeux sont extrêmement imbriqués. Donc c'est important de pouvoir les appréhender conjointement pour justement avoir une histoire, créer ce storytelling qui tienne la route et qui fasse sens dans le reporting que l'entreprise aura sur chacune de ses obligations réglementaires. La deuxième chose, et Sophie l'évoquait juste avant, c'est la nécessité finalement de disposer de process RH qui soient robustes, objectifs, formalisés. C'est un véritable prérequis puisque c'est sur cet ensemble de process RH que vont venir s'appuyer finalement les discours en matière de transparence salariale et le calcul des indicateurs évoqués précédemment. Donc il y a vraiment finalement une approche systémique RH à avoir, à aborder, à avoir en tête. Ensuite, il y a cette notion de centralisation et d'harmonisation des données RH qui, du coup, est clé, hein, et qui agit comme facilitateur de l'approche. Il est essentiel d'être en capacité de collecter de la donnée de façon centralisée et fiable, notamment pour communiquer sur ces sujets-là de rémunération et pour être en capacité, encore une fois, de calculer les indicateurs exigés. Donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là et on le sait pour échanger avec de nombreux clients, c'est vraiment un point spécifique voilà, qui cristallise les difficultés. On a eu un webinaire qui a eu lieu il n'y a pas plus tard que 2 jours et lorsqu'on a justement questionné notre audience sur les difficultés à appréhender, c'est vraiment cette notion de centralisation, d'harmonisation et voilà, du fait de disposer de la donnée pertinente RH en lien avec ces directives qui du coup, poser question a priori pour une grande majorité d'entre eux. Et puis, toujours dans cette idée d'avoir une approche holistique, il y a le fait que finalement, on est sur des enjeux capital humain, mais qui vont au-delà du seul rôle du CNB, donc du responsable rémunération et avantages sociaux. L'idée, c'est finalement pour le CNB de s'appuyer sur ces nouvelles directives pour finalement avoir l'opportunité de porter un projet RH plus largement. Et en ce sens, doivent être impliquées d'autres disciplines, le talent, le juridique, le dialogue social,
les responsables sur la data ou encore la finance. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus exhaustif possible dans l'embarquement des parties prenantes sur cette approche. Ensuite, une approche qui doit être globale, agile et personnalisée. On parle d'approche globale puisque finalement, l'idée, c'est de construire une approche potentiellement au niveau corporate, au niveau groupe, mais tout en tenant compte des spécificités au niveau de chaque pays. Puisque je l'évoquais, pour ce qui est notamment de la Pay Transparency Directive, il va y avoir une transposition pays par pays. Donc, il faut certes avoir ce contrôle au niveau corporate, mais s'assurer justement que une certaine souplesse soit laissée pour tenir compte justement des spécificités en local. Également un outil de suivi et de pilotage que Deloitte, enfin, on a développé justement pour accompagner nos clients dans le calcul et le pilotage des indicateurs évoqués précédemment, hein, CSRD et P-Transparency, outil qui se veut personnalisé et agile, qu'on vient co-construire finalement avec chacune des organisations qu'on accompagne pour répondre au mieux à leurs attentes et besoins et qui leur permettent ensuite d'être autonomes dans l'utilisation qu'il en est fait et justement de pouvoir reporter sur les indicateurs et également disposer de tous les éléments nécessaires à la communication en interne et en externe de leur niveau des niveaux et fourchettes de rémunération mis en œuvre. Donc c'est un véritable outil de communication également. Et puis une gouvernance claire, formalisée et adaptée à chaque organisation. Effectivement, c'est clé de pouvoir aligner justement les parties prenantes, s'assurer du qui fait quoi, qui a besoin d'être formé sur quels éléments et à qui finalement qui est-ce qu'on va solliciter sur quelle partie du process de préparation de mise en œuvre des directives. Enfin, une approche qui doit être durable pour assurer d'ancrer la transformation. Et à ce titre, on a la conviction que ce projet doit être porté par le top management. C'est essentiel et aussi d'assurer un accompagnement de l'ensemble des parties prenantes, hein, direction, RH, ligne managériale, pour justement que l'imprégnation des exigences et du niveau de transparence qui a été fixé en termes d'ambition puisse infuser dans l'ensemble de l'organisation et que finalement toutes ces parties prenantes soient alignées dans le discours à tenir. Ensuite, une meilleure équité salariale sans renoncer à la différenciation. Alors oui, c'est quelque chose qui c'est des inquiétudes qui nous ont été remontées. Le fait, bah oui, mais finalement, si je dois publier des indicateurs et si on voit que j'ai des écarts salariaux entre femmes et hommes importants, bon, le risque, bah, c'est de chercher à converger vers un point central de rémunération et du coup, il y aura plus de différenciation et ça risque d'être compliqué. Nous, on a la conviction que les deux ne sont pas antinomiques. On peut aller vers une meilleure équité salariale sans renoncer à la différenciation. Et ça va être justement la nécessité de venir identifier des critères objectifs spécifiques pour venir justifier des écarts de salaire qui pourraient être observés. Donc voilà, la transparence, elle pousse à plus de robustesse aussi de ces politiques et d'objectivation de la façon dont les collaborateurs sont positionnés en matière de rémunération et dont la progression salariale peut fonctionner. Et puis un levier de transformation et de performance porté par la conduite du changement, puisque l'idée, ça va être de partager sa politique capital humain de façon claire et transparente, et donc finalement de répondre à un enjeu social et sociétal qui permettra ensuite de constituer pour l'organisation, en lien avec sa marque employeur, de se constituer donc un levier d'attractivité et de rétention et de compétitivité vis-à-vis du marché. Donc il y a un vrai sujet à ce niveau-là de performance sous-jacente et donc tout un plan de conduite du changement et de communication à avoir auprès des acteurs clés à impliquer. Je termine et je vois qu'on est un peu juste dans le temps, mais je vais essayer d'être assez rapide. Je termine sur finalement, anticiper, c'est d'abord se questionner. Et à ce titre, nous, on est venu identifier 4 principaux points d'arbitrage sur lesquels finalement, on vient accompagner nos clients à fixer le curseur.
D'abord, la stratégie, ça va être finalement de se questionner sur l'alignement que l'on souhaite entre l'alignement stratégique, pardon, entre les politiques, les process, les pratiques en faveur d'une plus grande équité salariale, et aussi se questionner sur le niveau de communication et de formation nécessaire pour venir soutenir et véhiculer la stratégie de l'organisation. Ensuite, il y a des questions à se poser autour du périmètre. Quel est le périmètre d'application consolidé par pays, par entité? Alors en lien avec justement les directives qui sont données, mais aussi en lien avec ce qui fait sens au sein de chacune des entreprises, et quelle population je vais considérer. Sur la méthode, l'idée, c'est de venir se questionner sur les éléments de rémunération, l'assiette de rémunération qui sera considérée dans le calcul des écarts salariaux notamment, ou des autres indicateurs relatifs à la rémunération, notamment au sein de la CSRD que j'évoquais un peu plus tôt. Et ça va être aussi de se positionner sur les critères objectifs et spécifiques qui permettront de qualifier le travail de même valeur au sein de son organisation. Et puis sur l'outil, ça va être de se questionner sur les indicateurs calculés et suivis au sein de son entreprise au titre de la mise en œuvre des directives, et également les outils au pluriel qui vont du coup devoir être mis en place pour permettre le pilotage et le reporting dans le temps de ces éléments de rémunération. Sachant qu'au-delà de ces 4 points d'arbitrage, on a aussi des enjeux transverses, comme on a pu l'évoquer précédemment, autour de la centralisation et de l'harmonisation des politiques et des pratiques, la structuration et la formalisation aussi de tous ces process, l'accessibilité de la donnée et la maturité de la culture interne de l'organisation vis-à-vis de ces nouvelles exigences réglementaires. Et puis, du coup, je terminerai sur la fameuse démarche en 4 temps que vous avez ici en bas de l'écran. En fait, nous, Deloitte, on est venu définir une démarche qu'on est venu co-construire au fil des projets avec nos clients. Donc, d'abord, le fait d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, et ce, à travers un lab, un workshop, permettant l'alignement et l'acculturation aux enjeux, aux opportunités et aux risques aussi associés à la mise en œuvre de ces nouvelles directives. Ensuite, la mesure. L'idée, c'est de mesurer l'existant à travers un gap analysis ou encore une analyse de maturité vis-à-vis des exigences et aussi vis-à-vis des pratiques du marché. L'idée, c'est beaucoup de se comparer aussi entre pairs. C'est quelque chose qui est très demandé par nos clients en vue de déterminer un plan d'action et ensuite de réaliser des workshops ou ateliers collaboratifs permettant d'identifier l'approche méthodologique qui devra être mise en œuvre pour calculer les indicateurs sociaux. Avant-dernière étape, l'étape de compréhension, où là, l'idée, ça va être de venir décrypter et corriger les situations potentielles d'iniquité observées, et ce, d'abord à travers la constitution de ce que nous, on va qualifier de livre blanc, c'est-à-dire le fait de normer et d'ordonnancer l'ensemble des données RH nécessaires au calcul des indicateurs et appropriés, du coup. Et puis aussi la définition et la mise à disposition de l'outil que j'évoquais un peu plus tôt, un outil qui se veut finalement nécessaire dans le calcul et le pilotage des indicateurs dans le temps et qui servira à la fois au reporting en tant que tel, mais pas que, également justement pour suivre les situations, approfondir les écarts constatés au niveau du reporting et piloter dans le temps l'équité salariale de sa politique. Et puis, dernière étape, la transformation. L'idée, c'est de transformer durablement les pratiques. Et ça va passer par la définition, comme je l'évoquais, d'un plan de communication et d'accompagnement du changement, mais aussi, voilà, en vue de faire de cette transparence salariale un élément de performance différenciant à terme et durable, tant en interne qu'en externe. Sachant qu'on est sur une démarche qui se veut modulable avec un accompagnement possible sur voilà, une ou plusieurs de ces briques en fonction, encore une fois, du niveau de maturité, des attentes et besoins des organisations qu'on vient accompagner. Voilà, j'en ai terminé. Désolée, on a un petit peu débordé sur le timing qu'on s'était fixé. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, on est du coup disponible pour les questions que vous pourriez avoir si des questions n'ont pas été répondues dans le chat ou si vous souhaitez prendre la parole pour nous questionner directement. Oui, parce que Margot a pu vous répondre au fil de l'eau. Super, Donc, génial. En effet, on n'a pas de questions auxquelles on n'avait pas répondu. Ok. Donc, si jamais, peut-être il y en a certains qui auraient envie de prendre la parole pour poser des questions.
sinon, c'est que Alors, c'est super sachant clair. qu'on pourra aussi y répondre dans un second temps. Vous avez nos contacts, hein. Ils vous seront transmis dans le cadre de cette présentation qui, j'imagine, sera du coup partagée. Donc, on reste complètement disponible avec notre équipe pour y répondre ou pour organiser même des échanges individuels si vous le souhaitez pour approfondir voilà, la synthèse un petit peu macro qu'on a pu faire aujourd'hui. Je pense Merci beaucoup, en tout cas, Manon, Sophie et Margot. Et je sais que vous aviez aussi envie de partager. Voilà, super. Exactement. Donc en fait, oui, pour aller plus loin, alors on fait un certain nombre d'études. Donc du coup, finalement, merci déjà à l'UniExec de nous avoir invités, hein, parce qu'on est ravis. Merci Sonia pour cette proposition. On discute ensemble depuis plusieurs mois et on est ravis en tout cas de faire ce premier exercice avec vous et on espère vous retrouver à d'autres moments. Pour nous, c'est une très belle opportunité. Donc, merci pour ça. Et donc, du coup, on en profite pour vous partager d'autres études d'enquête qui pourraient vous intéresser. Donc, tout d'abord, il y a l'enquête CSRD 2025. Donc, un an après, quels résultats? Donc, finalement, pour évaluer un peu les niveaux de maturité, mais surtout ensuite pour éditer un livre blanc sur cette thématique. Donc, ce que va faire Margot, c'est qu'en plus du lien, là, vous peut-être coller dans le chat finalement le lien d'inscription. C'est une enquête qui prend combien de temps? 5 minutes. Vous aurez surtout cette restitution, vous aurez un livre blanc et il y aura un événement donc au mois de juin, un webinar aussi donc, de loi. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous suivre, effectivement, à participer à cette enquête et à nous suivre sur les réseaux pour suivre la date de ce webinar. L'étude CNB 2025, c'est l'étude de rémunération avec laquelle on a calculé ce fameux 3,8 en parallèle de celui de l'INSEE. C'est, je dirais, la plus grosse étude de rémunération sur le marché France de ouvriers à cadre supérieur. C'est notre particularité. Donc, 1 million de titulaires, 300 entreprises. Une étude dont la participation est gratuite, c'est important aussi de se le dire, avec une restitution gratuite sur le marché général et une série de restitutions à la carte ensuite disponibles. Pareil, avec une série de webinars dès le mois de septembre, une note de conjoncture qui vous est envoyée, etc. Donc ça, n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous contacter pour répondre à vos questions. Et puis, on vous a mis quelques pages. Donc, on a les chart trends aussi, les tendances RH mondiales qu'on a publiées. Celle de 2025, vous allez voir, il y aura une série de posts sur LinkedIn, des podcasts, etc. pour vous informer sur les principales tendances. On a une page dédiée à la rémunération 2024, puisque l'étude 2025, on va la faire cet été. Un replay du webinar sur l'étude CSRD de l'année dernière, donc, où vous retrouverez Margot Petit-Collat, justement. Et puis une page dédiée sur la diversité et l'inclusion en entreprise. Voilà, donc tout ça, un peu de contenu pour vous, pour aller plus loin. Bien. Et pas de nouvelles questions dans le chat? OK. Vous avez nos Et donc, contacts et n'hésitez pas du coup à nous contacter, à nous solliciter si vous souhaitez pouvoir échanger sur ces sujets-là. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'animer cet échange aujourd'hui. merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous surtout. Merci, Avec c'était un grand plaisir. plaisir. À bientôt. Plaisir Merci. partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.